Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le LiFi, mais avant d'attaquer le sujet du LiFi, premièrement, je vais me présenter. Et deuxièmement, je vais vous parler, en fait, globalement, dans quel, disons, mouvement scientifique s'intègre le LiFi et surtout comment on en est arrivé à se dire, bon, bah, c'est une technologie, cette technologie, on va la développer. C'est pas un gadget, c'est quelque chose qui prendra le temps nécessaire, mais qui de toute façon s'installera dans la vie de tous les jours. Donc, bon, moi, je suis professeur à l'Université de Versailles. Je viens vraiment du monde académique, dans un domaine qui est plus proche, disons, de la physique atomique que celui des télécommunications, de l'électronique à la base. Et j'ai eu la chance de pouvoir visiter beaucoup de laboratoires et de travailler dans beaucoup de sujets très intéressants avec un collègue qui est ici, là, qui se met discrètement, Luc Chassen, qui est dans le public, avec qui on a développé toutes ces technologies. Par exemple, pour vous expliquer comment on vit une période à la fois, quand je dis effrayante d'un point de vue technologique, mais aussi passionnante. Pourquoi jamais les technologies n'ont évolué aussi rapidement? Jamais. De l'histoire des sciences, on n'a jamais vu une pente aussi forte en termes d'innovation technologique. Est-ce qu'on peut, voilà, on peut mettre la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors pourquoi? Pour une simple et unique raison, Internet. J'ai mis cette citation de Socrate, qui est vieille depuis des années, des siècles même. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. En tant qu'enseignant, on le vérifie nous tous les jours. Vous enseignez, vous donnez une idée à un amphi avec 300 étudiants. Derrière, ça part dans tous les sens. Il y a plein d'idées qui fusent. Donc quand on transmet le savoir, en fait, on crée, on génère du nouveau savoir. Et Internet, au final, qu'est-ce qu'Internet a permis? Internet a permis au départ, à travers le web, le World Wide Web, de partager des informations et donc de diffuser le savoir. Et ce savoir a créé automatiquement des nouveaux savoirs et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a depuis les années 2000 une accélération en termes d'innovation. Pourquoi? Alors, moi j'ai commencé ma thèse, c'était en 1998, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quand on cherchait un article scientifique ou une information sur un sujet, il fallait se lever de son bureau, aller à la bibliothèque avec des rayonnages et des revues par milliers, chercher la bonne revue, aller à la photocopieuse, faire la photocopie, revenir à son bureau, lire l'article. Tout ça, ça demandait un certain temps. Après, on avait le temps de digérer l'article parce que s'il fallait aller rechercher un autre article, il fallait quand même être motivé. Tout ça prenait un certain temps, donc ce temps-là, c'était le temps aussi de l'innovation et du développement technologique. Aujourd'hui, vous mettez quelques mots-clés et tous les matins, vous avez 30 articles dans votre boîte mail et vous accédez à l'information plus facilement. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, pour vous dire, ce chiffre, je pense qu'il est en dessous de la réalité puisqu'il date d'il y a quelques années, 2,9 millions de mails échangés chaque seconde. Si on ajoute à ça les Twitter, les WhatsApp et tout ça, vous imaginez un petit peu la quantité d'informations qui circulent, les quantités d'échanges qu'il y a. Slide suivant. Donc on est passé en fait d'un monde où si on arrivait à avoir l'information, on avait un avantage compétitif. L'accès à l'information était un privilège. Donc si on avait l'information avant les autres, du coup, on profitait de cette avance, qu'elle soit technologique ou économique. Maintenant, avec Internet, tout le monde a l'information. Donc ce qui va changer, c'est la capacité à traiter cette information, à l'intégrer et à en faire quelque chose. Alors, on est passé en fait vraiment d'une transition de recherche d'information à celle de traitement de l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle dans les entreprises le knowledge management, le management de la connaissance est devenu en fait un véritable outil de compétitivité. Si vous n'êtes pas capable de traiter tout ce qui arrive en termes technologiques aussi vite que possible, c'est darwinien, vous sortez du jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même qu'on soit gros, petit, moyen, c'est la réalité, c'est ça. Vous devez intégrer, si vous ne l'intégrez pas, un autre le fera, il le fera plus vite que vous, et ainsi de suite. Maintenant, on va arriver au LiFi. Donc la LED, bon, il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi pour parler de la LED. Je ne vais pas parler du marché de la LED.
Moi, j'ai découvert la LED quand elle a commencé à être installée sur... évidemment, je connaissais la LED, la petite LED qu'on met sur la télé comme veilleuse. Mais la LED, en termes d'éclairage, en fait, elle a commencé dans l'automobile. De mémoire, c'était sur l'Audi A8, à vérifier, mais c'était de mémoire sur l'Audi A8. Donc, dans les années... transparence suivante, s'il vous plaît. Dans les années 2005... la LED apparaissait donc dans les voitures, ce qui est assez unique parce qu'en général, ce qu'on appelle le domaine de l'embarqué, l'avion, le train, les voitures, ils préfèrent attendre qu'une technologie ait atteint une certaine maturité dans le civil avant de l'intégrer. Et la LED, c'est l'inverse. Ça a commencé sur la voiture et ensuite c'est rentré dans le civil. Pourquoi ? Parce que ça présentait des capacités en termes de résistance au choc et puis aussi de consommation. Donc la LED, quand elle est sortie, les gens l'ont vue plutôt sur un seul aspect, c'est celui de l'économie d'énergie. J'ai ici une ampoule. Voilà. Prenez une ampoule classique. Bon, celle-ci, on l'a trouvée dans les bazars de Shenzhen en Chine. Donc c'est une ampoule qui marche sur batterie. Voilà. Vous pouvez mettre une petite batterie dedans et vous l'allumez. J'ai fait un test, j'en ai acheté une, je l'ai mis dans la valise, il y avait à peu près 13 heures de vol. Et quand je suis arrivé, j'ai sorti les valises, j'ai ouvert les valises, elle était toujours allumée. Ça, vous ne pouviez pas le faire avec une ampoule à incandescence, c'est impossible, 220 volts. Voilà. Donc la LED, en fait, a permis de faire des économies d'énergie parce qu'elle consomme très peu d'énergie par rapport aux éclairages traditionnels. Ce que nous, au laboratoire, on a vu en 2005, avant tout le monde, c'est qu'en passant de l'éclairage classique, conventionnel à l'éclairage LED, il n'y a pas uniquement une innovation au niveau de la batterie. La LED devient, ce qu'on appelle dans notre jargon, un semi-conducteur. La LED est un semi-conducteur. L'éclairage devient un semi-conducteur. Alors, c'est quoi un semi-conducteur ? Dans vos ordinateurs, vous avez ce qu'on appelle des millions de transistors. Ce sont des petites choses qui commutent, donc qui changent d'état, 0,1, 0,1, le fameux 0,1. Il y en a plein dans l'ordinateur. La LED, en quelque sorte, c'est comme ces transistors qui commutent, sauf qu'à la différence de ce que vous avez dans le PC, elle émet de la lumière. Voilà, elle émet des photons, de la lumière. Donc la LED étant un semi-conducteur, la LED ayant la capacité de commuter, de s'allumer et de s'éteindre, j'ai envie de dire, après, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'on peut envoyer de l'information avec ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé, puisque l'objectif étant d'envoyer de l'information de véhicule à véhicule pour assurer la sécurité des passagers ou pour transmettre des informations de proche en proche entre véhicules, les voitures étant équipées de phares à LED, très naturellement, on s'est dit, on va faire clignoter les LED et on va transmettre les informations. Donc, autre avantage, donc voilà, je vais vous montrer que ça émet de... Donc, la LED, ça éclaire et ça émet des informations. Voilà, j'ai deux ampoules. Chacune, en fait, il y a une petite carte mémoire avec de la musique dedans. Alors, on l'a mis dans une carte mémoire tout simplement parce que pour la démo, c'est plus simple, mais l'information pourrait arriver d'une autre manière. Et quand on change de langue, on peut personnaliser sa musique. Donc, l'éclairage n'est plus uniquement un outil qui éclaire. Maintenant, l'éclairage est devenu un élément du monde de l'informatique. Donc, avec la LED, la véritable transition, la véritable révolution, c'est que l'éclairage devient le premier objet connecté au monde. Donc, là, vous pouvez changer je vais reprendre le débat. Vous verrez en fin de discours ce candélabre. Donc, je remercie la société Rani d'avoir fait l'effort sur un temps très court pour intégrer la technologie. Ce candélabre, en fait, est connecté à Internet. Et à travers ce candélabre,
vous allez le voir, à une tablette, on peut se connecter à Internet et faire du Skype. Voilà. Comme je dis toujours, maintenant, on peut retransformer les éclairages publics en cabines téléphoniques qui ont disparu de notre environnement. Donc, chaque point lumineux, et il y en a 14 milliards sur la planète, et je pense qu'il y en aura beaucoup plus dans un avenir très proche, chaque point lumineux peut devenir un point d'accès à Internet. Alors, je simplifie quand je dis un point d'accès à Internet parce que les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités vont bien au-delà de simplement se connecter à Internet. Évidemment, quand on se connecte à Internet, c'est déjà une énorme quantité de services, mais la lumière, le LiFi en soi, permet beaucoup plus que simplement de se connecter à Internet comme on pourrait le faire avec une borne Wi-Fi ou autre. La lumière va apporter d'autres fonctionnalités qui est celle d'être ponctuelle. Comme c'est ponctuel, on peut, ce qu'on appelle, diffuser une information géocontextualisée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème avec Internet, comme je le disais, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations. Tellement d'informations qu'à un moment ou à un autre, et vu comment cette croissance du partage d'informations augmente, à un moment ou à un autre, on va se demander, est-ce qu'un cerveau humain est réellement capable de traiter toutes ces informations ? La réponse est évidemment non. À un moment ou à un autre, le cerveau sera tout simplement incapable de traiter cette information. Qu'est-ce qui va se passer ? Deux choses. La première chose, il faut filtrer. Il faut filtrer l'information et recevoir que l'information, disons, qui à cet instant-là, à cet endroit-là, m'intéresse. C'est ce qu'on appelle l'information géocontextualisée. Le LiFi permet d'avoir une information géocontextualisée. C'est un niveau de filtre. Et la deuxième chose, comme on ne pourra pas traiter toute cette information, on va demander à d'autres de le faire, donc entre autres à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, à des robots. Donc on voit bien que cette croissance de quantité d'informations sur le web pousse les grands de ce monde, IBM, Google, à développer leur moteur de recherche et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour moi, celui qui est le plus en pointe, c'est IBM avec son robot intelligent Watson. Je vous invite à aller voir les infos et à le chercher. Ils sont même en train de l'intégrer dans des jeux pour enfants. C'est la première brique vraiment de l'intelligence artificielle. Mais évidemment, tous les majeurs s'y mettent, les Google, vu le cache qu'ils ont, ça va aller très vite. Donc voilà, il y a tellement d'informations, soit on la géocontextualise, en fait on va faire les deux, et en plus, on va confier cette tâche de réflexion à d'autres choses. Alors, transparence suivant, s'il vous plaît. 2005, bon, ça fait 11 ans que je fais clignoter des lampes, comme je dis. Alors pour vous, pour certains, c'est peut-être nouveau, mais en fait, c'est une fausse nouvelle technologie. Mais à la limite, c'est normal. 10 ans pour une technologie. Le Wi-Fi a commencé en 1993. Le Wi-Fi a explosé en 2007. Pourquoi ? Tout simplement parce que le premier iPhone, Apple a décidé d'intégrer le Wi-Fi en tant qu'outil de communication et de connexion à Internet, puisque avant le Wi-Fi était utilisé dans le milieu professionnel plus pour connecter des appareils. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on avait mis en place le Wi-Fi, les gens disaient mais à quoi ça sert le Wi-Fi ? Ça sert à rien. Il suffit de brancher un câble, puisque les PC c'était des gros PC fixes et on se baladait pas avec un gros PC dans les mains. Donc les gens disaient le Wi-Fi, ça sert à rien. Et boum, arrive le smartphone et d'un seul coup, évidemment, le Wi-Fi prend son décollage. Alors très bien, le Wi-Fi ça marche bien. Et le LiFi dans tout ça. Alors je le dis et le redis. Le LiFi n'a pas vocation à enlever le Wi-Fi ou le Bluetooth. Ça ne marche pas comme ça dans les nouvelles technologies. Vous avez rarement une technologie qui vient et qui dit... Alors ça arrive, hein, mais en généralité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les technologies cohabitent et chacun trouve dans son périmètre ses avantages compétitifs. Et aujourd'hui, la vision... Donc, on est par exemple dans un projet européen avec Orange, c'est de faire un panier de technologies pour une seule et unique chose, apporter de la connectivité aux gens. Que ça soit du LiFi, du Wi-Fi, de la 3G, de la 4G. En réalité, vous, en tant qu'utilisateur, ça vous intéresse guère. Hein. Tout ce que vous voulez, c'est je veux accéder à ma page web, je veux accéder à YouTube pour regarder la vidéo, etc. Et je ne veux pas attendre, parce qu'on est de plus en plus pressé. Voilà. Donc, à partir de là, on prend toutes les technologies existantes
et on dit, OK, quelle est la technologie qui permet de rendre le service? En réalité, c'est votre téléphone, enfin pas BlackBerry, hein, mais c'est votre téléphone qui va être capable, lui, de dire, oula, là j'ai un très bon signal Li-Fi, c'est génial, je suis connecté en Li-Fi, et ça va super vite. Bon, je ne sais pas, le bus, le taxi arrive, je dois y aller, je bouge. En fait, le téléphone, il détecte qu'il n'y a plus de signal et il commute automatiquement. Alors, il va chercher le réseau 4G, si le réseau 4G est bon, s'il y a une borne Wi-Fi, il se connecte en Wi-Fi. Voilà. De manière à ce que, de toute façon, vous ayez une qualité de service continue. C'est dans cette approche-là qu'il faut voir le Li-Fi et pas dans le sens où le Li-Fi arrive. Donc, voilà. Après, évidemment, on en parlera après sur les usages. Il y a des usages où le Li-Fi est tout à fait naturel, où le Li-Fi va s'intégrer de manière, j'ai envie de dire, inévitable. Voilà. Les autres technologies continueront et évolueront. En fait, les technologies, c'est comme pour les entreprises ou comme pour les êtres humains, c'est très darwinien. Soit on s'adapte, soit on disparaît. Donc une technologie, s'il y en a une autre qui arrive, soit elle s'adapte, soit parce qu'elle cherche des secteurs ou des nouveaux atouts pour subsister, soit elle disparaît. Donc 2005, c'était le début du Li-Fi. À l'époque, donc il y avait la France, qui est donc nous, à l'université de Versailles, et il y avait une équipe japonaise à l'université de Keio qui travaillait sur le sujet. Donc on a eu des développements complètement en parallèle. On a travaillé quelques années ensemble. Les Japonais ont arrêté, nous on a continué, et on a de la chance parce qu'aujourd'hui la France est leader sur la technologie Li-Fi. Voilà, j'ai rencontré à une conférence la patronne innovation de chez IBM justement, et donc elle a fait son discours sur l'éclairage intelligent justement, et j'arrive derrière en parlant de Li-Fi, elle n'en avait jamais entendu parler, elle était en colère, elle disait mais c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là, il faut que je vienne en France pour découvrir une nouvelle technologie. Elle m'a fait comprendre que quand elle allait rentrer, ça allait chauffer chez eux. Et donc on a de la chance, et il y a encore très peu de temps, on a des Italiens qui sont venus, qui nous ont dit mais alors vous êtes à la pointe sur cette technologie-là, comment on peut faire en Italie? Donc on a de la chance, c'est qu'on a cet avantage. On a cet avantage entre autres aussi par les acteurs qui sont ici, parce que inventer une technologie c'est une chose, ça je suis bien placé pour le savoir, mais la mettre sur le marché, c'est autre chose. Honnêtement, vous avez une technologie, vous la mettez au point, vous avez fait qu'un tiers du boulot. Il reste encore 2 tiers derrière. Et les 2 tiers qui restent sont beaucoup plus difficiles, enfin en tout cas, peut-être pour nous, mais que le premier tiers. Pourquoi vous êtes sur un nouveau marché? Alors, je parle de ma casquette entrepreneur. Quand, voilà, moi, j'ai inventé le Li-Fi, j'arrive, je vais voir des gens, je dis oui, ben, j'ai besoin d'argent pour développer. Ah, business plan, c'est quoi business plan? Business model, c'est quoi business? Mais on est sur un truc nouveau, il n'y a pas de chaîne de valeur, il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas d'écosystème, il n'y a rien. Il faut sortir des modèles, est-ce qu'on vend comme ça? C'est très compliqué. Donc, en réalité, notre force en France, évidemment, c'est la technologie, mais c'est aussi le fait qu'on a déjà défriché beaucoup de terrain. Où peut-on appliquer la technologie? Alors évidemment, il y a certains de nos partenaires qui sont là, qui nous suivent depuis le départ. Les premiers, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc on essuie des plâtres. Mais c'est comme ça, sur une nouvelle technologie, on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas inventer une technologie qui sort du laboratoire et de la mettre chez Darty du jour au lendemain et que tout le monde puisse utiliser ça n'existe pas. 2009, transparence suivant, on a sorti le premier phare de voiture capable d'envoyer des informations sur 50 mètres en plein jour, en plein soleil, à hauteur, je crois que les débits étaient de l'ordre de 100 kilobits par seconde, ce qui était largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc ça a été en fait, disons, le premier composant Li-Fi en réalité qui a été fabriqué en France. Transparence suivant, en 2012, donc là en 2012 c'était la SNCF qui est venue nous voir, on s'est bien amusé avec eux. Pourquoi? Parce que 2012 ils sont venus nous voir, ils nous ont dit on va faire des essais dans le TGV. Alors ils ont un TGV expérimental, donc c'est un TGV, à l'intérieur c'est un laboratoire en fait, et on fait ce qu'on veut dedans, donc c'est génial. On a implémenté le Li-Fi dans les liseuses, à l'intérieur de l'éclairage des wagons pour guider les personnes. Donc 2012 a été le premier pas dans le monde en fait commercial de la technologie. Donc en gros la technologie sortait du laboratoire, et donc c'est à ce moment-là que j'ai créé OLEDCom avec des partenaires.
et qu'on a lancé l'aventure, on va appeler. Donc aujourd'hui, en 2016, alors en 2012, le mot LiFi, personne ne connaissait évidemment. Donc il y avait toute cette éducation de marché à faire. Aujourd'hui, ça commence quand même à être bien connu. Donc quand on est dans des salons, par exemple, on n'a plus trop à expliquer le LiFi, etc. Les gens, en tout cas en France, maintenant, connaissent cette technologie. Donc ça permet en fait d'aller plus vite. Et puis surtout, le marché commence vraiment à se structurer avec des gros acteurs hein, comme Orange ou d'autres qui maintenant se positionnent clairement sur la technologie. Transparent suivant. C'est bientôt fini, hein. Il me reste 5 minutes. 4 technologies pour moi. Comme je vous disais, en fait, on vit une époque darwinienne d'un point de vue technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles technologies encore qui arrivent. Et encore une fois, pour nous qui avons la chance de pouvoir aller visiter des laboratoires dans le monde entier, que ce soit en Chine, au Brésil, aux États-Unis, quand on voit ce qu'il y a dans les laboratoires, et donc évidemment qu'on sait que ça va se... C'est pour ça que je dis c'est à la fois effrayant. Pourquoi? Parce que même pour des gens qui sont dedans, du matin jusqu'au soir, c'est dur de suivre. C'est dur de s'accrocher pour essayer de comprendre en quoi cette technologie a quelque chose de différent par rapport à la précédente. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce qu'elle va s'installer? Ça devient très compliqué. Et pourtant, ça peut avoir des conséquences très graves. Les exemples dans le monde industriel sont nombreux. 4 technologies. Évidemment, la première, Internet. Internet, c'est pas fini. Internet, aujourd'hui, même si ça fait 10-15 ans, on en est malgré tout qu'au début. Les modifications que Internet va apporter dans la vie de tous les jours, on en est vraiment qu'au démarrage. Donc c'est une technologie qui va continuer de s'améliorer et d'avancer. La deuxième, c'est le LiFi. Pour moi, parce qu'aujourd'hui, on est à la recherche de connectivité. On veut être connecté tout le temps, partout. Et on veut du débit. Donc, pour regarder tout ça, ces 3 critères, on veut être connecté avec du très haut débit tout le temps et partout. Qu'est-ce qui est présent partout? L'éclairage. Vous n'avez pas un endroit sur Terre, ça c'est la phrase de Marc Rosenblatt que je reprends, il n'y a pas un endroit sur Terre où il y a des êtres humains et il n'y a pas d'éclairage. Voilà, donc, pour être connecté partout, le meilleur réseau, c'est le réseau d'éclairage. Et le LiFi va aussi permettre le développement des 2 autres technologies, l'Internet des objets. 50 milliards d'objets à connecter en 2020. L'Internet des objets, on en entend beaucoup parler, mais c'est quoi en fait? C'est justement une des évolutions d'Internet. Internet, en fait, la première chose, ça a connecté les gens. Réseaux sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp. Donc, Internet a été un vecteur de connexion entre les gens. L'Internet des objets, en fait, on a connecté les êtres humains ensemble. Maintenant, on va connecter les objets ensemble et on va connecter les objets aux êtres humains. Voilà, c'est ça l'Internet des objets. Évidemment, la finalité, c'est quoi? C'est toujours la même, hein, vous simplifiez la vie. Si une technologie ne vous simplifie pas la vie, vous n'en faites rien. Donc l'Internet des objets va permettre de nous rendre des services de manière transparente. Mais l'Internet des objets ne peut marcher que si derrière, vous avez une entité capable de les gérer. La pire des expériences dans l'Internet des objets, aller à la Fnac ou à Darty, acheter le thermomètre, la caméra. Si vous n'êtes pas un geek, vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il faut configurer 35 paramètres. Soit ça sonne tout le temps, ça vous énerve et vous désactivez le système, soit ça ne sonne pas. Et si ça ne sonne pas, ça ne sert à rien. Donc il y a un vrai problème. Il vous faut derrière, ce que je disais tout à l'heure avec Watson, une intelligence artificielle qui fait tout ce travail et qui comprend vos besoins et qui dit « Ok, là je lance une alerte, là je n'en lance pas ». Donc l'Internet des objets ne peut se développer que si, pour moi, il y a du LiFi, parce que sinon, avec les technologies actuelles, on ne peut pas connecter 50 milliards d'objets connectés. C'est une vérité. Quelqu'un ose me contredire ici, qui m'apporte des arguments, mais je ne vois pas aujourd'hui, avec les technologies qui existent, comment on va connecter ces 50 milliards d'objets. Je ne vois pas, c'est impossible. Mettez 10 objets, 15 objets connectés ici, connectez-les en Wi-Fi, en Bluetooth, ça va saturer. Vous allez avoir des interférences. Alors là, on parle de 50 milliards. Donc la première chose, le LiFi doit se développer pour que l'Internet des objets se développe. Et en parallèle, il faut cette intelligence artificielle. Et la dernière que j'ai découvert récemment, j'en entends parler depuis longtemps, mais je n'ai jamais pris le temps d'aller creuser, c'est ce qu'on appelle les blockchains. Alors là, c'est
un peu plus compliqué. C'est plus dans le domaine de l'informatique, mais les blockchains, peut-être, à mon avis, si on devait les classer, on pourrait mettre Internet en premier, et moi je mettrais même les blockchains en deuxième, et derrière même le LiFi. Pourquoi? Parce que les blockchains, en fait, vont modifier complètement les structures qu'on connaît des sociétés. En fait, les blockchains permettent une décentralisation complète de l'ensemble des contrats. Un exemple, bon, c'est le Bitcoin, mais je pense qu'en fait, ce n'est pas le bon exemple, le Bitcoin. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple, c'est ce qu'on appelle les tiers de confiance, qui aujourd'hui, voilà, on a un acte d'achat-vente entre deux personnes, on va aller chez le notaire, parce que le notaire va nous garantir que la transaction a bien eu lieu. Avec les blockchains, vous n'avez plus besoin de notaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la transaction va être écrite sur ce qu'on appelle une blockchain, qui va être envoyée à ce qu'on appelle les mineurs, à des millions de gens sur la planète. Et il est impossible de falsifier que la transaction n'a pas eu lieu. Pourquoi? Le fichier étant partout, et chacun, en fait, à chaque transaction, on vient rajouter une bloc. Donc vous avez en fait un fichier dans lequel vous avez toutes les transactions qui ont été réalisées, et ce fichier, il est partagé sur la planète entière. Du coup, plus besoin de notaire. Pourquoi? Vous prenez n'importe lequel. Si quelqu'un modifie un bloc, impossible. Il y en a 1 million qui vont dire ce bloc a été modifié et donc il va sortir du système. Voilà, donc ça va modifier énormément le travail des banques. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le SWIFT qui sert de confiance entre deux banques pour faire des transactions financières. Avec les blockchains, vous n'avez plus besoin. Donc les blockchains, en fait, vont modifier énormément les structures des sociétés. Et toute cette catégorie aujourd'hui importante de gens de tiers de confiance, il y en a énormément dans le système aujourd'hui. Ils ont intérêt à réfléchir très vite à ce qu'ils vont faire dans 10-15 ans parce qu'avec les blockchains, c'est une vraie menace pour eux.